Les actions de la compagnie Ruby sont-elles intéressantes au prix actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici avec quelques éléments quantitatifs. Donc retenez que j'essaie de garder les choses le plus simples possible. C'est la raison pour laquelle on va utiliser quelques tableaux afin de pouvoir avoir un avis général de la qualité de la compagnie. Mais ceci n'exclut pas la lecture des états financiers. C'est très important parce que ici, l'analyse fondamentale, c'est une fusion entre l'analyse quantitative et l'analyse qualitative, et les deux sont indissociables. Mais déjà avec une analyse quantitative sommaire comme celle-ci, vous pouvez avoir une idée générale de la compagnie et des questions qu'il faut poser quand vous allez lire les états financiers. Donc la première chose qu'on va regarder ici, c'est le revenu. Donc on recherche ici la stabilité ou la croissance du revenu. Est-ce que c'est le cas ici? On peut dire en général oui, on a une croissance des revenus, mais la question qui est importante, c'est de savoir est-ce que cela est durable? On peut déjà remarquer qu'ici, sur les 12 derniers mois ici, on a déjà une baisse des revenus, donc c'est peut-être par rapport à la période actuelle. Donc il faut savoir est-ce que ça va pouvoir remonter sur les 12 ou bien 24 prochains mois. Qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? Et ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout cette période-ci, à partir de 2016-2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a une aussi grosse variation? Retenez qu'avant, on était à 1,6 milliard et jusqu'à 3 milliards entre 2011 et 2016. Mais à partir de 2016, on quitte de 3 milliards à peu près 5 milliards aux alentours de 2019. Est-ce que cela est durable? À quoi c'est dû? Est-ce que ce sont les acquisitions ou bien c'est par rapport à la variation du prix de pétrole? Alors, parce que ce que je sais sommairement de la compagnie, c'est qu'elle exerce dans le domaine de la distribution des produits pétroliers. Donc, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est dû à la variation du prix de pétrole? Et si c'est le cas, qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? Donc, après avoir étudié le revenu, on peut voir que vite fait, on a une idée générale du revenu. Maintenant, on passe à la marge brute. Donc la marge brute ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe également ici, on recherche la stabilité ou la croissance. Ici, on peut dire qu'on a une croissance. Si on regarde généralement de 25% à 32%. Encore une fois, est-ce que c'est durable? On a des creux à ce niveau. À quoi c'est dû ce creux? C'est aux alentours de 2019-2020. C'est peut-être dû à la pandémie. Et également ici, pourquoi est-ce qu'on a une aussi grosse variation subitement quand le prix du pétrole baisse? Donc, est-ce que les deux sont liés? Parce que nous ici, on n'achète pas le passé, on achète le futur, donc l'inconnu. Maintenant, si on doit acheter l'inconnu, on doit savoir à peu près est-ce que les revenus sont stables? Est-ce qu'on doit plutôt se fier à 25% de marge bénéficiaire à long terme ou bien le 30% est la nouvelle norme? Donc, ces questions-là peuvent être répondues quand vous regardez les états financiers et ainsi que l'industrie dans laquelle l'entreprise opère de manière générale. Donc, après ceci, on passe à la marge opérationnelle. La marge opérationnelle ici, c'est ce qui nous reste après avoir payé les employés, la dépense, la dépréciation et amortissement, la recherche et développement, le marketing. Donc, généralement, ici, on cherche la même chose, la stabilité ou la croissance. Et à première vue, on a une croissance ici. Regardez ça. On quitte ici de à peu près 6% à 11%. Encore une fois, on remarque qu'à cette période, si on a une grosse variation, est-ce que c'est durable? Donc, ça fait déjà 3 tableaux qu'on regarde. Sur 3 tableaux, on voit des grosses variations. Est-ce que c'est durable dans le temps? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que 8% c'est la nouvelle norme ou bien 10% devient la nouvelle norme? Qu'est-ce qui justifie ces marges-là? Est-ce que c'est par rapport à l'efficience ou bien c'est par rapport à la variation du prix de la matière première en elle-même? Parce qu'il faut se dire que quand le prix du pétrole baisse, c'est un avantage pour ce genre de compagnie parce que les volumes vont augmenter. Les gens sont plus enclins à consommer des produits pétroliers parce que le prix a baissé. Donc, ici, présentement, c'est à peu près correct par rapport à ce que je vois. Donc, on va continuer avec maintenant la marge EBITDA. Donc, la marge EBITDA, généralement, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Donc, en anglais, c'est Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortissement. Donc, je le dis en français, mais ça reste toujours comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Encore la même chose, la stabilité ou la croissance. Donc, on a une croissance ici au niveau des marges. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on recherche, la croissance des marges. Mais est-ce que cela est durable? C'est la question qu'on doit se poser parce que nous, on investit pour l'inconnu, qu'on ne connaît pas, l'inconnu futur, bien sûr. Donc ici, c'est encore questionnable. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est 10% maintenant? Est-ce que c'est 12%? Ce sont les questions qu'on doit répondre à long terme ou bien on doit se fier aux 8%. Donc, pour le moment, tout ce que je vois ici est correct. L'entreprise souffre un tout petit peu par rapport à la période actuelle, mais c'est tout à fait normal pour une entreprise qui exerce dans ce secteur d'activité-là. Donc, je crois savoir qu'elle appelle quelques petits problèmes dans la zone des Caraïbes. Est-ce que c'est durable dans le temps ou bien c'est de manière temporaire? Donc, maintenant, on passe à l'étude de la dette. Pour la dette, généralement, j'utilise généralement
la dette nette sur EBITDA. Donc, dette nette, c'est dette à long terme plus dette à court terme, moins le cash. Et l'EBITDA ici, je vous ai montré précédemment ce que ça voulait dire. Et si vous voulez aller pousser les recherches plus loin, Google it. Commencez à faire des recherches. Un investisseur, ça fait des recherches. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on observe ici? Je recherche ici une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Vu que c'est une entreprise cyclique, je serais même encore plus... comment on dit ça? Je suis encore plus rigoureux, donc je recherche quelque chose même qui est inférieur à 3. Parce que ce genre d'entreprise, la tendance peut très vite se retourner. Donc il faut qu'elle ait les moyens de pouvoir survivre à long terme. Donc ici, je vois que l'entreprise a tendance généralement à rester aux alentours de 1,5%, 2%. Donc je n'essaye pas les chiffres, je ne veux pas le chiffre exact 2,1%, 2,3%. Non, non, non. Ici, j'essaie de dégager une certaine tendance. Donc ici, je remarque qu'on a à 1,1%. Donc pour le moment, c'est correct. Donc je dirais que cet indicateur est correct. Mais retenez une chose, c'est l'EBITDA qui est le numérateur. Et le numérateur peut très vite changer. Si l'EBITDA diminue, ce ratio va augmenter. Donc il faudrait savoir est-ce que l'EBITDA ici est durable. Donc c'est la même chose. Si l'EBITDA augmente également, ce ratio-là va diminuer. Donc encore une fois, on devrait se poser la question par rapport à la normalisation des EBITDA. Voilà, donc rappelez-vous plus haut que j'ai demandé à savoir est-ce que les marges EBITDA sont durables ou bien c'est quelque chose qui pourrait être variable dans le temps. Donc moi je pense plus que ça va varier dans le temps, mais maintenant de combien c'est la grosse question. Donc il faudrait absolument avoir l'avis du management par rapport à ce genre de situation-là, parce que quand on est cyclique, il faut faire très attention. Maintenant, après avoir vu tout ça, on va regarder l'évaluation d'entreprise. Pour ça, je garde les choses simples. J'ai utilisé un ratio qu'on appelle valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc la valeur d'entreprise, c'est la capitalisation boursière plus la dette, moins le cash. Donc on peut dire que c'est capitalisation boursière plus la dette nette. Donc parfois, les entreprises qui n'ont pas de dette, ça sera la capitalisation boursière moins le cash. Donc c'est juste ça. Donc si la dette nette est négative, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette moyenne-ci. Vous allez remarquer ça. Donc, en fait, le rouge, en fait, c'est parce que j'ai pris 2 indicateurs. Donc, c'était juste pour pouvoir proposer ça. Mais en fait, juste prêtez attention à la partie qui est en jaune. Donc, c'est la moyenne. 9,19%. 9,19 fois les EBITDA. Encore une fois, ici, le dernier point, on est à 6,96 à ce niveau-ci. Ça veut dire que si on le compare par rapport à la moyenne, on est sous-évalué à l'heure actuelle en prenant en compte les EBITDA actuels, donc la stabilité des EBITDA actuels, en sous-entendant que l'EBITDA ne varie pas dans le temps et qu'il remonte plutôt à sa norme qui était aux alentours de 10-12%. Donc, on pourra dire que l'entreprise est sous-évaluée au cours actuel. C'est pour ça que j'ai pris le calcul ici qui est j'ai pris en EBITDA, j'ai pris 10 au lieu de prendre 9,19 parce qu'on se rend compte que généralement on touche le 10 à ce niveau-ci. 10 généralement c'est le chiffre d'or. Donc on cherche généralement un ratio de 10. Quand c'est inférieur à 10, ça veut dire qu'on a une opportunité d'investissement ici. Donc ce ratio-ci ne prend pas en compte la croissance. Donc je vous ai fait un calcul rapide. 10 divisé par 6,96, ça me donne 1,43. Et je prends le 1,43, je le multiplie par le prix actuel qui est de 24,65. Ça me donne ici 35 euros. 35,4 euros. Donc je dirais souvent dollars parce que je n'habite pas en Europe. Donc c'est pour ça que le mot dollar est toujours dans ma tête. Donc c'est 35 euros, 35 dollars. Vous voyez, c'est le chiffre qui est important. Donc c'est 35 euros ici à peu près. Donc 35 euros par rapport au prix actuel, on a une décote. Donc ça peut être une opportunité d'investissement, mais on ne se base pas sur un seul critère. On regarde un second ratio qui est ici le price to sell, sur le price to sell. Donc le price to sell ici, généralement, pourquoi je l'aime bien, c'est qu'il varie au même moment. Donc si le prix diminue, si le revenu diminue, le prix aura tendance à diminuer généralement parce que là, en bourse, on n'aime pas les revenus qui diminuent. On apprécie plus les revenus qui sont croissants. Donc, c'est une bonne chose d'avoir cet indicateur-ci, mais il faut souvent le prendre sur une longue durée pour qu'il soit un peu plus robuste. Donc ici, on a beaucoup d'informations ici. Donc, quand on regarde cette entreprise, on se rend compte de quoi? La moyenne, c'est 0,76. D'accord? Et le dernier prix ici, c'est 0,55 au prix de 24,64 euros. Donc quand on fait encore nos ratios comme dans ce calcul-ci, on obtient 1,38 et que je multiplie par rapport aux 24 euros. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 34 euros. Donc je dirais que l'entreprise est sous-évaluée ici. Ça, c'est ce que je vois sur le plan quantitatif. Mais après avoir lu un tout petit peu
J'aime bien cette entreprise. Elle est très bien gérée et généralement, ils utilisent des indicateurs que j'aime bien, comme le free cash flow. Je n'ai pas parlé du dividende ici parce que généralement, moi, le dividende, c'est un bonus. Comme c'est quelque chose, c'est un bonus. Si les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas bonnes, le dividende, c'est quelque chose qui va sauter rapidement. Donc, je ne le prends jamais pour acquis. Donc, ici, c'est une belle entreprise qui est très investie dans le domaine de la distribution des produits pétroliers et je peux voir qu'après avoir lu sommairement les états financiers, je peux voir ici que le marché, le marché ne, ne paye pas à sa juste valeur cette compagnie-ci parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre à long terme dans le sens où on s'en va dans la distribution, on s'en va plus dans l'électrique au niveau de la consommation des véhicules. Mais elle est très investie dans les pays comme sur les continents comme l'Afrique, les Caraïbes. Donc, nous serons les derniers, je dis nous parce que je viens d'Afrique, nous serons les derniers à avoir les voitures électriques parce que présentement, nous, on a des problèmes au niveau de l'électricité. Donc, si on a des problèmes au niveau de l'électricité, ce n'est pas la voiture électrique qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, on veut plutôt, on va encore utiliser des voitures à essence pendant très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est au moins 30 à 50 ans. Donc, je dirais que la stratégie de Ruby est très intéressante, surtout qu'en Europe, en fait, c'est pas trop le pétrole qu'elle vend, donc l'essence, c'est plutôt le gaz, quelque chose qui sera plus durable que le pétrole. Donc, c'est une bonne chose ici. Ruby, c'est une entreprise qui m'intéresserait bien. Vu qu'elle est cyclique, encore une fois, je dis, c'est quelque chose que je vais mettre en dessous de 1% de mon portefeuille. Mais elle est plus intéressante que l'entreprise que j'avais analysée précédemment, qui est Air France. Donc, je dirais que oui, au prix actuel, Ruby m'intéresse bien. Je suis pas très optimiste, pas très pessimiste. Quand j'essaie de regarder à sa juste valeur, ça ne me dérangerait pas de payer 24 € ici pour cette entreprise-ci. Donc, actuellement, idéalement, j'aurais bien voulu payer aux alentours de 12 €, mais n'oubliez pas une chose, ça ne prend pas en compte la croissance. Cette entreprise a l'habitude de faire une croissance par acquisition et généralement, elle fait des acquisitions avec le free cash flow. Donc, j'aime bien la stratégie du management. Donc, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser à long terme. Donc, pour moi, Ruby pourrait être intéressant au prix actuel et c'est une bonne compagnie. C'est pas une compagnie extraordinaire, c'est une belle compagnie bien gérée et c'est très important ce genre de compagnie-là, surtout dans les secteurs cycliques comme celui-ci. Donc ceci sera mon avis par rapport à la compagnie. Si vous avez des questions, si vous voulez émettre certaines observations, mettez-les moi en commentaire. Si vous voulez que j'analyse d'autres entreprises, dites-les moi en commentaire, on pourra voir ce qu'on peut faire ici. Mais dans l'ensemble, j'aime Ruby. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la et essayez de faire la même chose que moi ici. J'ai essayé de garder les choses simples, ça vous permet d'avoir un avis général, c'est un outil d'aide à la décision, ça vous permet d'avoir un avis général par rapport à la situation de l'entreprise. Mais n'oubliez pas que chaque indicateur, chaque ratio a un avantage comme un inconvénient. C'est ça le plus important. Donc toujours coupler l'analyse quantitative à l'analyse qualitative. C'est très important le qualitatif. Qu'est-ce que le management pense par rapport à tout cela? Qu'est-ce que l'industrie pense par rapport à tout cela? Est-ce que cela est durable? Donc, voilà les questions qu'on doit se poser en tant qu'investisseur. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Bye.